Bonsoir à tous. Nos ressources naturelles sont limitées. Comment faire pour les préserver? Certaines entreprises ont décidé de repenser leur façon de produire. Elles s'efforcent de limiter leurs impacts sur l'environnement, du choix des matières premières en passant par la fabrication jusqu'à la valorisation des produits en fin de vie. On va parler dans ce 18h30 éco-conception. Vous allez voir que c'est une démarche globale. Et pour cela, on commence à la literie Bonnet. Bonsoir Nathalie Coulot. Bonsoir Lucie. Vous êtes la propriétaire de cette manufacture. Une manufacture qui a commencé en 1955. Oui. Donc nous fabriquons matelas, sommiers, têtes de lit, accessoires. Donc depuis 1955 à Besançon. Vous produisez de A à Z. Oui, nous sommes une vraie manufacture. Donc nous intégrons tous les savoir-faire. Nous travaillons toutes les technologies, le ressort, le latex, la mousse HR et bien entendu la mousse à mémoire de forme. Et donc nous sommes une quinzaine de collaborateurs. Nous avons également 2 showrooms, un à Paris et un à Bâle en Suisse. Et vous travaillez pour une clientèle plutôt professionnelle. On va dire on est orienté, notre marché se situe sur le milieu et le haut de gamme. Nous avons une clientèle donc essentiellement professionnelle, avec des donneurs d'ordre, des architectes d'intérieur, des hôteliers. Avec des commandes parfois sur mesure. Oui, et souvent des commandes sur mesure, avec des dimensions spéciales, des compositions spéciales. Donc on s'adapte vraiment à chaque dossier, à chaque chantier. Et vous avez décidé en 2017 de repenser un peu votre façon de produire? Oui, déjà de connaître réellement notre impact environnemental. Et donc on a lancé, on va dire un vaste chantier. Oui, un vaste chantier, un bilan complet d'éco-conception sur tout ce que nous fabriquons, sur nos literies. On va en parler plus longuement dans vos ateliers. Et nous voilà au milieu des machines, Nathalie Coulot. Qu'est-ce qu'a révélé votre bilan carbone, justement? Alors déjà, on en a pris conscience. On s'est aperçu que notre bilan carbone pouvait être nettement amélioré, notamment sur le chantier le plus urgent, c'était d'utiliser des matières recyclées, mais pas n'importe quelle matière recyclée, des matières recyclées naturelles. Donc là, c'était le dossier Donc ça a été compliqué de trouver cette matière recyclée, justement, et vous avez fait appel à un bureau d'études spécialisé dans l'éco-conception. Bonjour, Cédric Girardot, vous avez ce bureau d'études et vous êtes intervenu sur le choix des matières. Alors comment ça s'est passé? Quelle était la difficulté? La difficulté, c'est après le diagnostic de trouver, de concrétiser les idées que nous avions eues auprès de la literie Bonnet, c'est-à-dire utiliser de la laine provenant de matières recyclées. Et il fallait. Vous êtes allé. Voilà, il faut aller chercher les bons partenaires pour identifier cette matière. Donc on a trouvé de la laine qui est issue de pulls recyclés, qui a les mêmes caractéristiques que la laine utilisée par la literie Bonnet. Et puis ensuite, il a fallu la retransformer, puisqu'elle était sous forme de flocons, et il faut aboutir à faire des rouleaux de la même manière que sont utilisés actuellement la laine. Oui, pour pouvoir l'amener sur les machines. Et donc pour ça, il y a eu une étape supplémentaire, il a fallu trouver un partenaire. Voilà, pour transformer cette laine, pour en faire des rouleaux, qui soient utilisables sur les machines de l'entreprise. Et c'est ça l'objet de votre métier, c'est d'innover, de trouver des solutions pour vos clients. Exactement. Et c'est à chaque fois compliqué, il y a des obstacles. Il y a toujours des obstacles parce que il faut créer des nouvelles choses. Et forcément, quand on crée des nouvelles choses, c'est pas toujours facile. Voilà. Et Nathalie Coulot, ça a été une aide précieuse, j'imagine. Effectivement, et surtout le résultat nous a séduit, puisque en utilisant cette laine recyclée, on a une économie à peu près 40% sur notre bilan carbone par matelas. Donc ça correspond à peu près, je le dis, c'est toujours parlant, à 2000 km en voiture. Très bien. Et vous avez travaillé sur un autre axe, c'est valoriser des matières qui étaient destinées à aller à la déchetterie. Tout à fait. Expliquez-nous. C'est ces mousses. Donc c'est valoriser toutes nos chutes de production, qui sont des mousses, des textiles, etc. Et l'idée, c'était d'en faire des petits copeaux pour créer des articles associés à nos clients, c'est-à-dire des intérieurs de coussins. D'accord. Donc la complexité... Avec ça, vous avez une matière destinée à la benne qui représente quel volume? À peu près 100 mètres cubes par an. Donc ça nous permettrait de réaliser à peu près 200 intérieurs de coussins. D'accord, donc c'est une économie circulaire intéressante. Oui. C'est une économie pour vous? Et puis également une création de nouveaux produits vertueux qui va nous permettre d'intéresser nos clients, puis également peut-être un plus large public. Merci beaucoup Nathalie Coulot. Merci à vous Lucie.
Jason Caudray, vous accompagnez les entreprises vers la transition écologique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qu'on entend par éco-conception? Ce n'est pas un terme marketing. Non, tout à fait. Alors, l'éco-conception, c'est une méthode scientifique qui vise à réduire les différents impacts environnementaux d'un produit, d'un service ou d'un procédé, et ce, dès la phase de conception de celui-ci et sur les différentes étapes de vie que le produit va suivre. Donc, c'est quantifiable, c'est mesurable Comment ça se passe pour Oui, tout à fait. Ça? Alors, il y a différents outils logiciels qui permettent de quantifier les impacts environnementaux sur toutes ces phases, donc l'extraction des matières premières, les phases de fabrication, de transport, d'usage chez le client et de fin de vie. Vous allez mesurer quoi, par exemple? Alors, on mesure différents critères, comme par exemple les rejets de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie, les consommations d'eau, les composés organiques volatiles présents dans l'air. Et ensuite, vous êtes capable d'évaluer l'empreinte carbone d'un produit. Vous pouvez dire, ce produit-là, il a fallu tant de quantité d'énergie pour le produire. C'est vraiment ça l'idée, le quantifier dans le but derrière de réduire et d'éviter ce qu'on appelle, nous, les transferts d'impact, c'est-à-dire des reports de pollution d'une étape du cycle de vie à une autre. C'est-à-dire par exemple, pour illustrer, on peut prendre l'exemple de la voiture électrique et de la voiture thermique. La voiture thermique a beaucoup de rejets en phase d'usage par intermédiaire des rejets de CO2 que n'a pas la voiture électrique, mais la voiture électrique, elle, a des rejets très forts, par exemple, de la phase d'extraction des matières premières, de silicium, et de la recyclabilité des batteries en fin de vie. Donc la difficulté, c'est d'aller vers le plus vertueux possible. Exactement. Avec toutes ces contraintes aussi qu'ont les entreprises. Exactement, et en fait... Parce qu'au final, elles ont aussi un but lucratif, il faut qu'elles vivent. Exactement, et c'est tout notre rôle au sein de l'Agence économique régionale, c'est de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans ces démarches. Et c'est le Conseil régional qui vous finance et l'ADEME? C'est ça, en fait, l'Agence économique régionale est financée pour l'ensemble de ses missions de développement économique par le Conseil régional. Et pour nos missions liées à la transition écologique, notamment l'éco-conception, nous avons aussi un soutien financier de l'ADEME. Et il y a aussi des incitations financières, il y a des aides économiques intéressantes? Oui, tout à fait. Alors, sur les démarches d'éco-conception au niveau régional, au niveau national, il y a des accompagnements en termes de subventions sur des phases d'études, de prototypage. Qui peuvent monter à combien? Alors, en termes de pourcentage, on est environ entre 50 et 70% de subventions. Ah oui, c'est très intéressant. Et puis, c'est une tendance de fond. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers l'éco-conception? Oui, clairement. Depuis quelques années, on voit que ça a pris vraiment un réel virage. C'est-à-dire que la crise Covid, avec la crise énergétique et environnementale, a été un réel déclencheur. Et on voit des réelles prises de conscience des entreprises. Et ça se ressent vraiment sur une tendance de fond. Oui. Merci beaucoup. Justement, on va aller voir une autre entreprise qui éco-conçoit. C'est dans la papeterie. On se trouve dans les ateliers de la papeterie Zuber-Rieder. Amandine Paulin, une des gammes qui est produite ici, est produite sans arbre, sans bois. Expliquez-nous, vous utilisez quoi? On va utiliser de la bagasse. Donc la bagasse, c'est un résidu de l'industrie du sucre et du rhum. Ça provient de la canne à sucre. Donc c'est le déchet qui n'est pas utilisé, ce sont des fibres? C'est un déchet, ce sont des fibres. Cette fibre, contrairement à la fibre de bois qui va être usuellement utilisée dans l'industrie papetière, donc ce bois va provenir de linures, de déchets de scierie ou encore du bois d'éclaircie. La bagasse, qui est donc un résidu de l'industrie du sucre, va être une fibre courte et grasse. Donc une fibre qui va avoir un petit peu plus de difficulté à être égouttée, elle va garder un petit peu plus son eau. Et c'est une fibre pour laquelle on va devoir mettre moins de puissance de raffinage, donc consommer moins d'énergie. Consommer moins d'énergie, dans quelle proportion? C'est une économie significative? C'est une économie significative sur la partie raffinage qui va être de l'ordre d'une 40% par rapport à un papier standard. Ah oui, d'accord, donc c'est intéressant. Et au final, ce papier produit à partir de bagasse, est-ce qu'il a les mêmes propriétés qu'un papier classique à partir de bois? Il va avoir dans l'ensemble les mêmes caractéristiques qu'un papier classique à partir de bois, si ce n'est qu'il est fait à partir d'un déchet. Mais ça ne se voit pas forcément. Non, on va pouvoir retravailler son aspect,
de la même manière que des fibres traditionnelles, donc on peut tout faire avec. Eh bien, on va justement voir à quoi ressemble ce produit fini tout de suite. Et le produit fini, le voici. Voici le papier qui a été conçu à partir de la bagasse. Alessandra, expliquez-nous, qui utilise ce papier? Ça intéresse quel marché? Oui, alors ce papier est utilisé pour réaliser des packaging, des étiquettes et également des supports de communication. Donc les marques apprécient beaucoup son toucher naturel. Voilà. C'est plutôt des marques, c'est plutôt un papier haut de gamme pour des produits plutôt luxueux. Oui, tout à fait. C'est une niche de marché, donc c'est un papier qui est destiné à des marchés haut de gamme pour du luxe en général. Donc on est sur des papiers qui restent authentiques et bruts. Voilà. Et qui a une texture, on le sent. Voilà, avec un toucher très naturel, légèrement rugueux et qui est disponible uniquement en blanc. Voilà. Ça fait 15 ans que vous avez développé cette gamme à peu près? Oui, c'est ça? On avait fait pour compléter une démarche éco-conception avec des papiers faits avec des forêts gérées durablement. Et ce papier est fait à partir d'un déchet. Donc le déchet de canne à sucre qui nous permet de faire un papier à partir de cellulose. Ça a été une volonté aussi de vos clients d'avoir une empreinte carbone un peu moindre C'était une volonté de notre société de proposer un papier éco-conçu. On a entamé une démarche avec la CCI du Doubs et on a essayé de réfléchir à toutes les possibilités de faire un papier éco-conçu. Donc le choix, ça avait été de porter sur un papier réalisé à partir d'un déchet et non pas d'une matière première. Et donc on a été, dès cette démarche-là, il y a plus de 15 ans, et vous étiez précurseur à l'époque, on parlait très peu d'éco-conception. Ah oui, on était vraiment les premiers sur le marché haut de gamme en fait pour produire du papier de qualité. Et aujourd'hui, vous voulez aller plus loin en développant une gamme plus locale? Oui, alors on continue à développer des nouvelles sources d'approvisionnement. Donc on travaille aussi avec des fibres entièrement recyclées et c'est produit en France avec des matières d'origine française, donc avec des pigments naturels pour tout ce qui est coloration naturelle et aussi des fibres recyclées. Voilà. D'accord, et ça c'est un projet qui va voir le jour, qui est déjà développé? Alors c'est déjà développé, mais on continue à l'amplifier et le rendre plus important sur le marché. Voilà. C'est une prise de conscience, vous avez senti aussi que vos clients recherchaient ça, de la relocalisation? Oui, tout à fait. Depuis quelques années, on sent qu'il y a une attention particulière à nos sources d'approvisionnement, donc on a aussi engagé avec des fournisseurs français. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.